Bonjour à toutes et à tous, bonjour mesdames, messieurs, les membres du jury. Merci à toutes les personnes présentes sur place, et à distance pour votre intérêt pour mes travaux. Je vais vous présenter aujourd'hui, ma soutenance, de thèse qui est donc, une synthèse, des travaux que j'ai eu l'occasion de réaliser au cours des 3 dernières années. Donc dans le cadre de ma thèse CIFRE qui était, en partenariat avec, Veolia Recherche et Innovation, le CIRAD et l'École des Mines d'Alès. À noter également que nous avions un autre partenaire qui est, l'INRA avec qui nous avions, des, interactions, régulières. Donc je vous propose de démarrer, sans plus attendre cette présentation qui s'intitule «Une promesse plausible pour la symbiose territoriale, étude théorique et expérimentale de l'initiation de démarches de gestion concertée des produits résiduaires organiques». Donc vous l'aurez compris, il sera question au cours de cette présentation de produits résiduaires organiques. Donc on va commencer par définir plus précisément de quoi il s'agit. Donc en fait, on va parler ici d'un ensemble très diversifié de matières et de matrices, allant des biodéchets ménagers, déchets de cuisine, déchets de table, aux déchets d'industrie agroalimentaire. Ça prend également en compte des déchets agricoles comme des fumiers, lisiers, résidus de culture. Et on va également intégrer les sous-produits qui vont être issus du traitement de ces déchets, donc notamment les composts, les digestats issus de méthanisation et les boues de station d'épuration. Donc le point commun entre ces différentes matières, c'est qu'elles sont bien évidemment composées en grande partie de matières organiques, et donc ont un contenu important en carbone, et également qu'elles contiennent de nombreux nutriments très importants qui font qu'il y a des enjeux assez importants également associés à leur gestion. À ce titre, je vais vous présenter, par exemple, l'exemple de l'azote, qui est un nutriment particulièrement critique. Alors c'est un exemple parmi d'autres, on aurait également pu parler, du carbone avec les enjeux, énergétiques et climatiques. Mais, concernant l'azote, il faut savoir que c'est aujourd'hui un intrant majeur, dans les modèles agricoles dominants. On en utilise environ 2 millions de tonnes par an, en France. Il faut savoir également que la grande majorité de cet azote est produite à partir, de gaz naturel, qui est une ressource non renouvelable, qui, vous le savez, connaît des problèmes, rencontre des problèmes dans les derniers mois pour des raisons géopolitiques, ce qui fait que c'est une ressource qui a un cours variable qui se répercute assez directement sur les cours des engrais, comme je l'ai représenté sur cette figure. Et donc on voit bien là qu'il y a ici un risque qui est assez important, un risque à la fois économique pour les agriculteurs, mais également un risque de manière plus générale pour la sécurité alimentaire. En parallèle, il faut savoir que ce même nutriment, l'azote, est émis en excès dans l'environnement, et ce qui représente des conséquences assez graves pour les écosystèmes. Donc on peut pour ça se référer au cadre des limites planétaires, qui est finalement des chercheurs qui ont cherché à estimer quelles limites physiques et biologiques il ne fallait pas dépasser pour que l'écosystème terrestre reste vivable pour l'humanité. Et donc on mesure ainsi que les flux d'azote et de phosphore, donc les flux de nutriments, émis vers l'environnement dépassaient largement la capacité des écosystèmes à les absorber. Donc si on résume le problème, on a en amont, des activités agricoles qui vont utiliser une quantité importante de, nutriments, d'entrants non renouvelables qui pourraient être substitués par cette matière organique, et d'un autre côté, on a un ensemble d'activités humaines qui vont générer des pros qui sont aujourd'hui peu ou mal valorisés pour substituer, ces nutriments. Donc ce cadre-là, c'est ce qu'on va appeler, de manière un peu formelle, la rupture métabolique. Alors ici, on peut noter 2 choses importantes. La première, c'est que l'agriculture est une activité, particulièrement importante puisqu'elle va elle-même fournir la matière première nécessaire aux ensembles des activités humaines, notamment, la consommation alimentaire tout simplement, ou, les activités agro-industrielles. Et d'autre part, on pourrait aussi, envisager que, dans certaines de ces activités, on puisse substituer d'autres intrants non renouvelables également par de la matière organique. Et donc à ce titre-là, on peut penser par exemple, à la production d'énergie renouvelable, à la production de matériaux biosourcés ou encore à l'extraction de molécules, issues de pros. Donc tous ces enjeux-là finalement, rejoint les enjeux bioéconomiques. Donc cette situation fait intervenir une diversité assez large d'acteurs, des agriculteurs, aux collectivités, aux citoyens, aux entreprises qui à la fois produisent des déchets, à la fois certaines traitent des déchets. Et finalement, à quoi on va s'intéresser dans mes travaux, c'est une situation dans laquelle on va avoir cet ensemble d'acteurs qui va être réuni dans une certaine proximité géographique, qui va permettre d'envisager de créer ce qu'on va appeler une symbiose territoriale. Donc la symbiose territoriale, c'est quelque chose qui se base sur le modèle de la symbiose industrielle, qui est plus connu classiquement dans le champ de l'écologie industrielle.
qui vise, en fait, à établir des synergies entre, différents acteurs. Donc généralement, c'est des entreprises, pour que les déchets des uns puissent devenir les ressources des autres. Par exemple, des synergies avec de la chaleur, ou de l'eau, de récupération. Et donc là, on va avoir le même, type de réflexion, sauf qu'on va s'intéresser à la matière organique à l'échelle du métabolisme du territoire et donc en prenant en compte tous les acteurs qui contribuent à ce métabolisme. Donc du fait de cette, large diversité d'acteurs impliqués, on va entrer, dans le champ, de la concertation et donc d'une démarche de gestion concertée. Et on peut noter également que cette symbiose territoriale correspond à ce qu'on va appeler une démarche de innovation inclusive, ce qui va nous amener vers le concept de promesse plausible. Donc, qu'est-ce que c'est que l'innovation inclusive? En fait, c'est un processus au cours duquel les destinataires de l'innovation vont être intégrés pour participer à concevoir cette innovation. Donc on remarque que la symbiose industrielle rentre bien dans ce cadre, puisque, on va chercher à mettre, en place de nouveaux modes de fonctionnement, voire de nouvelles solutions techniques sur un territoire. Hem et donc, on souhaite que tous les acteurs qui puissent contribuer ou qui sont concernés par ces évolutions puissent participer à concevoir et mettre en place ces évolutions. Donc le problème qu'on s'est posé dans ma thèse, c'est comment est-ce qu'on va initier une telle concertation? Comment est-ce qu'on va arriver à mobiliser les acteurs pour co-concevoir cette symbiose territoriale? On notera ici qu'il y a, un vide, théorique expérimental assez marqué sur cette question puisque la littérature se focalise majoritairement sur la concertation après qu'elle ait été initiée, mais finalement assez peu dans les phases amont. Donc ça, c'est ce qui va nous intéresser et on va utiliser pour cela un concept théorique qui s'appelle la promesse plausible, qui est un objet central dans mes travaux et que je vais prendre le temps de vous expliquer un peu plus en détail, donc qui est un concept issu des travaux de Dowthwaite. Donc on s'intéresse à un processus d'innovation au cours duquel, une idée va, progressivement devenir une innovation qui va être, finalisée et utilisée, par ses destinataires. Et ce qu'on va regarder, c'est le processus d'implication des différents acteurs, au cours de ce processus. Donc à l'étape initiale, on a un acteur innovateur qui, va proposer cette innovation. Alors, il y a un cadrage très important ici à faire, c'est que dans ma thèse, on s'est intéressé dans la situation où cet acteur était un acteur issu de la recherche scientifique qui porte un constat sur la non-durabilité d'une situation. C'est la rupture métabolique telle que je vous l'ai exposée précédemment. Ça pourrait être différent dans d'autres contextes. En face de cet acteur, on va avoir un ensemble d'acteurs qui pourraient contribuer à ces innovations. Donc là, il n'y en a qu'un seul de représenté, mais il y a de nombreux acteurs qui ne sont initialement pas inclus dans ce processus. Et l'innovation inclusive, finalement, va amener ces différents acteurs à rentrer par une phase de concertation. Puis l'idéal étant que les destinataires de l'innovation finissent par devenir les principaux acteurs, tandis que les innovateurs passent en retrait avec un rôle plutôt consultatif. Et donc la promesse plausible dans ce processus, ça va être cette étape vraiment où on va où on va mobiliser les acteurs au sein de ce processus à partir de cette promesse plausible. Une autre manière de la voir, c'est qu'on peut dire finalement une promesse plausible, c'est une innovation qui va être insuffisamment aboutie pour, être réellement pertinente et qui puisse réellement prendre place sur un territoire, mais suffisamment prometteuse pour engager un ensemble d'acteurs à contribuer à sa réflexion. Donc ma problématique, se déroule autour de cet objet et la question de recherche principale est comment formuler une promesse plausible en se basant sur un constat scientifique, comme je vous l'ai exposé précédemment, pour initier cette symbiose territoriale. Donc au cours de cette présentation, je vais commencer par présenter, de manière assez courte des éléments généraux concernant ma stratégie de recherche que j'ai employée pour, répondre à cette question. Dans un second temps, je présenterai également brièvement les travaux que j'ai faits sur, des démarches existantes, donc sur des retours sur de l'existant, pour me concentrer un peu plus sur, la partie expérimentale que j'ai conduite sur un territoire d'études qui est la plaine de Versailles. J'en dirai un petit peu plus, plus tard dans la présentation et enfin, évidemment, j'apporterai quelques éléments de conclusion et perspective. Donc en termes de stratégie de recherche, à ce stade, on s'interroge probablement sur, la discipline scientifique qui va être mobilisée et donc le parti pris qu'on a fait dans ma thèse, c'est de se placer, dans une posture adisciplinaire. En fait, ça veut dire que, cette question, cette problématique que je vous ai exposée ne s'inscrit pas à proprement parler, dans une discipline, scientifique, mais plutôt se base sur un problème, concret issu de la société. En l'occurrence, c'est un problème de non-durabilité, en cohérence avec les sciences de la durabilité de manière générale.
Hem en fait, les disciplines scientifiques vont être utilisées pour, apporter des éléments de réponse à cette problématique. Donc on part de cette situation assez concrète qui est la rupture métabolique avec, la réflexion, de se poser la question: «Comment on peut initier une symbiose territoriale pour améliorer la gestion des pros, à l'échelle d'un territoire?» En se basant en utilisant, l'élément, théorique qu'est, la promesse plausible, ça amène des questions qui vont être d'un autre ordre, qui vont être plutôt d'un ordre méthodologique, qui vont être, bah, quel contenu est-ce qu'il va falloir donner à cette promesse plausible et quelle forme est-ce qu'elle devra prendre? Enfin, pour répondre à cette question, on est en incapacité de le faire car on manque encore d'outils, théoriques qui permettent d'appréhender correctement cette question. Donc il va falloir construire une réflexion un peu plus avancée sur ces objets que sont, la promesse plausible et la symbiose territoriale pour pouvoir répondre aux premières questions. Donc là, finalement, on met en évidence qu'on a un sens du questionnement qui va, d'une situation qui est assez concrète vers des questions qui vont être de plus en plus abstraites et en revanche, un sens des réponses à y apporter qui va partir des éléments les plus abstraits pour, retourner vers les questions concrètes qu'on s'est posées, au départ. Donc ça, c'est la démarche que j'ai suivie au cours de ma thèse et c'est un peu la démarche que je vais vous faire suivre, aujourd'hui dans cette présentation. Donc comme je disais, il y avait, j'ai ces 2 axes de réponse donc, un axe qui va se concentrer plutôt sur, la réflexion, théorique. Donc pour cela, je me suis basé sur des cas d'études existants de symbiose industrielle, à la fois pour mieux comprendre, le lien entre ces symbioses industrielles et la bioéconomie et également pour mieux comprendre le rôle des promesses plausibles dans ces symbioses industrielles. Le problème, c'est qu'en se basant sur des cas, uniquement a posteriori, on va pas pouvoir remonter à ce qui s'est passé avant l'initiation de ces symbioses, puisque finalement, ça va pas pouvoir nous donner d'informations sur, quelles autres promesses possibles auraient pu permettre, par exemple, d'initier, des symbioses industrielles. Et donc ça, c'est la raison pour laquelle on a également souhaité mener une démarche expérimentale sur un territoire réel, dans lequel il serait possible d'entreprendre une symbiose industrielle, mais où ce n'est actuellement pas le cas. Et donc on a choisi pour cela, la plaine de Versailles qui est, tout à fait, appropriée à ces réflexions. Donc au cours de cette, présentation, je me concentrerai plutôt sur ce second axe, dans la troisième partie. Donc je vais à présent, maintenant, vous présenter les résultats clés, que j'ai pu obtenir sur ces études de cas, a posteriori. Donc j'ai, eu, 2 angles d'étude. L'objectif du premier était de mieux comprendre le lien entre symbiose industrielle et bioéconomie. Comment est-ce qu'on pourrait développer une symbiose, industrielle dans le cadre de la gestion des pros. Donc pour ça, je me suis basé sur un ensemble de cas d'études, existants dans la littérature, que j'ai analysés. Donc dans ces cas d'études, j'ai étudié, les différentes synergies qui avaient lieu avec la matière organique pour voir dans quelle mesure elles s'inscrivaient, dans le cadre de la durabilité. Et donc ce que nous a permis de voir, cette, étude, c'est que, d'une part, les synergies donc certes, il existe un nombre déjà important de synergies, liées à la gestion des matières organiques, mais qu'elle s'inscrit finalement que très partiellement, dans les objectifs de durabilité forte notamment et également que l'acteur, agricole restait, finalement assez en retrait dans ces synergies. Donc cette étude nous a également donné des clés assez importantes pour concevoir de nouvelles synergies mieux centrées sur la valorisation des pros. Hem, le deuxième axe, sur lequel je rentrerai un petit peu plus en détail, par la suite, a permis, d'étudier les promesses plausibles au sein de l'écologie industrielle et territoriale. Donc là, l'idée, c'était vraiment, de comprendre et caractériser, cet objet qui est la promesse plausible, en se basant cette fois-ci sur des démarches de symbiose industrielle française qui sont, plus généralement connues sous le nom d'écologie industrielle et territoriale. Et donc, dans cette phase d'étude, j'ai, enquêté auprès, d'un certain nombre d'animateurs de démarches d'écologie industrielle et territoriale, pour comprendre les différents discours qui avaient, composé ces démarches et lesquels pouvaient correspondre à des promesses plausibles et quelles en étaient les caractéristiques. Donc je vais à présent rentrer un petit peu plus en détail sur cet axe-là, pour apporter des éléments finalement qui seront très importants pour comprendre la méthodologie qu'on a employée, sur la plaine de Versailles par la suite. Donc dans cette étude, j'ai considéré la promesse plausible comme un discours. Donc c'est-à-dire une situation dans laquelle il y a un acteur initiateur qui va s'adresser, à un ensemble d'acteurs cibles. L'acteur initiateur peut également correspondre à un groupe, et qui va formuler un message composé, d'un constat sur une situation
et d'une réponse qui va estimer appropriée pour répondre à cette situation. Donc on notera ici que ce couple, situation-réponse correspond à ce qu'on a appelé un mythe rationalisé. Je ne développerai pas plus cette notion au cours de cette présentation, on pourra revenir dessus par la suite si vous le souhaitez. Et donc maintenant, si on réfléchit, dans le cadre, si on se place un peu dans la perspective, de conduire cette expérience sur la plaine de Versailles, on peut constater que la manière dont on a, problématisé, la recherche, définit déjà un certain nombre d'éléments dans cette, situation. Donc on a, l'acteur initiateur qui est, porteur d'un constat scientifique, comme j'ai déjà eu l'occasion de le développer. On a une réponse collective qui doit correspondre à une symbiose territoriale et on a un ensemble d'acteurs cibles qui sont définis également par ce volet territorial, même si, on voit là qu'il y a sans doute des précisions à apporter à ce groupe d'acteurs cibles. Ça ne va pas correspondre à une variable, à une inconnue clé, dans la question qu'on va poser sur le territoire d'étude. Finalement, la seule, inconnue qui va rester, ça va être cette situation et donc en d'autres termes, cette démarche expérimentale visera à comprendre en face de quel constat, en face de quels problèmes ou quelles opportunités est-ce qu'il va falloir mettre les acteurs du territoire, de quoi est-ce qu'il faut qu'ils aient conscience pour accepter de s'engager, dans cette démarche de concertation. Donc ce que m'a permis, l'étude sur les démarches d'écologie industrielle et territoriale, c'est de proposer une typologie de ces situations qui est composée de 2 dimensions. D'une part, la dimension temporelle, court terme ou long terme et d'autre part, la qualité de la définition des enjeux. Donc on va aller des enjeux très explicites, par exemple, un problème, dont tout le monde a conscience sur une ressource, en eau, à des enjeux qui vont être très vagues comme, par exemple, l'utilisation de mots, très vagues comme économie circulaire ou, développement durable. Hem, donc finalement, la stratégie de recherche qu'on va employer sur la plaine de Versailles va consister à essayer de, construire des promesses plausibles qui vont être basées sur cette typologie pour étudier la réaction d'acteurs, réels d'un système territoire sur ces promesses plausibles. Donc, on en vient à présent, à cette étude expérimentale. Donc la présentation va maintenant se dérouler en 3 temps. Dans un premier temps, je vais apporter quelques éléments méthodologiques supplémentaires, pour comprendre réellement la stratégie de recherche sur ce territoire. Dans un second temps, j'apporterai des éléments de résultats plutôt liés à la compréhension du système, de gestion des pros et enfin, je vous présenterai, la mise à l'épreuve à proprement parler de ces, promesses plausibles. Donc, concernant la stratégie de recherche, finalement, ce que m'a permis, l'étude sur les symbioses existantes, autant pour moi, c'est la slide suivante. Donc, à ce stade, on va plutôt définir un peu plus précisément ce que constitue notre objet d'étude. Hem, donc jusqu'à présent, j'ai pu utiliser le mot territoire, mais en fait, c'est un mot qui est beaucoup trop flou pour parler de ce qui correspond plutôt au système socio-technique de gestion des pros sur la plaine de Versailles. Et pour illustrer cela, je vais préciser tout de suite les contours de cet objet. Donc la chose la plus importante qui va définir, ce système territoire, c'est l'existence d'un potentiel de recyclage des pros important. En effet, la plaine de Versailles, située dans le département des Yvelines, à l'ouest de l'agglomération parisienne, connaît une agriculture intensive, essentiellement céréalière et utilisant un nombre important d'engrais de synthèse, issus de ressources non renouvelables. En parallèle, ces exploitations agricoles sont situées à proximité de centres urbains assez denses, qui vont produire, générer une quantité importante de pros et donc on voit qu'il y a théoriquement, ce potentiel important de recyclage, des pros. Il y a un acteur intéressant qui est, situé dans cette région, qui est l'association patrimoniale, de la plaine de Versailles et du plateau des Alluets, qui permet en fait de fournir un point d'ancrage, un repère spatial pour, caractériser la dimension spatiale de ce dérissoir. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les limites de cet acteur ne correspondent pas aux limites du système auquel on va s'intéresser. Finalement, ce qui va nous intéresser réellement, ça va être l'ensemble, des acteurs et des infrastructures techniques, donc un volet à la fois social et technique, qui vont contribuer à la gestion actuelle des pros ou qui pourraient contribuer à une gestion différente dans le cadre d'une symbiose territoriale. Et donc c'est, par ça que j'entends, le mot système territoire, c'est-à-dire un système, défini comme une conception assez arbitraire et orientée de la réalité, qui est adossée à une réalité géographique, et territorialisée. J'en viens à présent à la stratégie de recherche. Donc, on a vu dans la partie sur les symbioses existantes qu'on pouvait définir cette stratégie finalement sur le territoire comme présenter un ensemble de promesses plausibles
qui se différenciait à la fois sur l'horizon temporel et sur la spécificité, que j'ai ici traduit par c'est un niveau de détail. Et pour construire finalement ces différentes promesses plausibles, ça va nécessiter une étape de conception et de modélisation qui permettent finalement de concevoir un contenu technique qui va pouvoir se positionner sur des niveaux de détail assez avancés et dans des situations assez prospectives. Et pour concevoir ce contenu technique, on va avoir la nécessité de mieux comprendre comment fonctionne actuellement ce système sociotechnique et donc comprendre finalement comment est-ce qu'il pourrait évoluer. Donc, un peu à l'instar de ce qu'on a vu en première partie, on voit on a là également un sens des questionnements qui vont de questions assez opérationnelles vers des questions un peu plus abstraites et compréhensives. Et également ici, il faudra apporter des réponses dans un sens inverse, donc commencer par apporter des éléments de compréhension pour se focaliser sur cette étape de mise à l'épreuve. Donc pour ce qui est de la compréhension du SG Pro, j'ai réalisé une analyse de flux de matière en me basant sur des études préexistantes sur le territoire, que j'ai complémentées avec un ensemble d'entretiens, auxquels, j'ai apporté une analyse qualitative et enfin, cela m'a permis d'identifier, des acteurs cibles pertinents, pour la mise à l'épreuve des promesses plausibles. Concernant la conception, donc j'ai réalisé une représentation et une modélisation de scénarios prospectifs pour construire les contenus techniques de ces promesses plausibles. Et enfin, concernant la mise à l'épreuve, j'ai réalisé une nouvelle série d'entretiens qui correspondent à une mise en situation au cours de laquelle on a présenté ces promesses plausibles, aux acteurs du système territoire. Donc ici aussi, je vais commencer par présenter les éléments, qui correspondent plutôt à la phase compréhensive en premier. Et donc concernant cette phase, ce que nous montre, l'analyse qualitative des entretiens, c'est que on peut concevoir, ce système sociotechnique de gestion des pros comme composé de 2 éléments. Premièrement, il y a ce à quoi on pense assez naturellement quand on pense au système de gestion des pros, ça va être l'ensemble des acteurs qui vont produire ces pros, qui vont les collecter, les transporter, les transformer, voire les utiliser en agriculture. Donc là, on a un système finalement qui va, avoir une influence, une action matérielle sur ces pros et donc c'est un système que j'ai appelé système d'interaction physique. Ce que m'a permis par contre de voir ces entretiens, c'est que, les choix et les décisions qui étaient prises dans ce système d'interaction physique dépendaient d'éléments qui le dépassaient assez largement. D'une part, on a un ensemble de facteurs d'influence externes, le plus évident étant par exemple le facteur réglementaire. On sait bien qu'il est interdit, d'épandre n'importe quel pro, à n'importe quelle parcelle et à n'importe quel moment. Mais il y a également un autre ensemble de facteurs économiques, sociaux, politiques, réglementaires qui vont influencer ces différentes décisions. D'autre part, on a un ensemble d'acteurs qui vont pas avoir d'action matérielle directe sur la gestion des pros, mais pour autant qui vont, influencer les décisions qui vont être prises à ce niveau-là. Acteurs que j'ai appelés d'acteurs d'influence. Pour comprendre un petit peu mieux ce système, j'ai réalisé une étude de réseaux sociaux qui est une étude de la densité des relations des acteurs les uns avec les autres et qui permet finalement d'identifier quels acteurs vont être prépondérants, vont être les plus centraux et donc vont avoir accès par exemple aux plus d'informations. Et donc cette étude de réseaux sociaux nous permet de voir que ces acteurs du système d'influence ont une place qui est non négligeable dans ce système sociotechnique et a permis notamment de mettre en avant que certains acteurs majeurs n'auraient été pas forcément supposés à l'état initial. Donc on peut citer par exemple l'acteur industriel GRDF ou la région Île-de-France, qui vont s'impliquer dans de nombreux groupes de travail et de réflexion qui vont contribuer à modifier ce qui va se passer matériellement sur les territoires et dans les stratégies d'évolution. Ce que m'a permis donc du coup également cette étude, compréhensive, c'est d'identifier les différents rôles, au sein du système sociotechnique, qui m'a permis ensuite de sélectionner une diversité d'acteurs, parmi ces rôles pour, réaliser, la campagne d'entretien visant à mettre à l'épreuve les promesses plausibles. Au total, 20 acteurs. Hem On va se recentrer à présent un peu plus sur la composante matérielle, de ce système pour, essayer de qualifier un peu mieux le potentiel de recyclage des pros, en agriculture, notamment. Donc sur ce graphique, vous pouvez voir les barres grises qui correspondent au contenu, en termes absolus de nutriments présents dans les pros qu'on a considérés, dans le système territoire. On peut voir que si on compare ce contenu par rapport aux besoins agricoles, des exploitations du même système territoire, il y aurait, en termes absolus, la capacité de couvrir ces besoins. En revanche, on voit que les barres vertes qui correspondent, au taux qui est effectivement recyclé, n'y parvient que très partiellement.
Alors, ce qui est important à noter ici, notamment concernant l'azote, c'est que tous les pros qui vont être épandus ne vont pas forcément correspondre à des pros qui vont être recyclés. Pour comprendre ça, il faut rappeler que l'azote qui est utilisé dans les exploitations agricoles est essentiellement de l'azote sous forme minérale, qui va être assimilable très rapidement par les plantes, tandis que l'azote qui est contenu dans les pros est généralement plutôt sous forme organique, et donc qui va avoir une action, une décomposition plus lente, et donc qui ne va pas avoir une action directe sur les exploitations et qui rend finalement cette substitution impossible en l'état. Donc on voit que là, qu'il y a un enjeu qui va être presque plus sur la forme des pros que, que sur le gisement en termes absolus. Donc ici, finalement, on a réussi à un peu mieux comprendre ce potentiel de recyclage des pros, à caractériser finalement les intérêts qu'il y aurait à conduire une symbiose territoriale sans pour autant, mettre en face de solutions techniques, qui pourraient, remédier, à ce recyclage. Donc là, finalement, on est dans une situation qui pourrait, en elle-même être amenée à mobiliser des acteurs par, ce simple constat, qui se place pourtant à un horizon qui va être la situation actuelle. Et donc on va utiliser ce contenu technique, pour caractériser le scénario à court terme S1, dans notre construction des promesses plausibles. Et donc, à partir de cet état des lieux, on a développé un ensemble de scénarios plus prospectifs, S2 à moyen terme et S3 à long terme, pour compléter cette gamme de promesses plausibles. Donc, ces scénarios ont été construits en intelligence collective avec des chercheurs de Veolia Recherche et Innovation. Donc, dans une première phase, ça s'est traduit par un ensemble d'échanges bilatéraux, puis un atelier de conception collective, et enfin le développement d'un outil dédié à représenter et modéliser ces scénarios, toujours accompagné par les chercheurs de Veolia Recherche et Innovation. Donc, je vais vous présenter ces deux scénarios dans les grandes lignes, sans m'attarder trop sur les détails, en m'appuyant cependant sur les schémas qui ont été produits, que je ne développerai pas en détail ici, mais l'idée générale est que on part des pros bruts en haut, et on introduit un ensemble d'étapes de transformation vers des pros transformés en bas. Donc là, on a représenté seulement les étapes qui changeaient par rapport à la situation initiale. Donc dans le scénario 2, on s'est focalisé sur la problématique du recyclage des pros en aval, en se disant qu'il faut limiter au maximum le nombre de pros qui n'étaient pas valorisés actuellement sur le territoire, pour les envoyer vers des filières de traitement qui sont matures, soit déjà existantes, soit connues et maîtrisées, comme le compostage et la méthanisation, pour produire un ensemble de sous-produits qui pourraient être utilisés dans des types d'exploitation variés sur le territoire, comme le maraîchage ou la grande culture. Concernant le scénario 3 à long terme, là, on s'est plutôt focalisé sur la problématique inverse, c'est-à-dire qu'on a réfléchi quels moyens techniques est-ce qu'il faudrait mettre en œuvre si on essayait de substituer le maximum d'azote minéral non renouvelable dans les grandes cultures céréalières. Donc pour ça, on s'est intéressé un peu plus au système d'assainissement, dans lequel on a identifié qu'il y avait le potentiel de recyclage le plus important, donc en introduisant un ensemble d'étapes qui permettaient de mieux récupérer ces nutriments, notamment l'azote. Puis une étape de métallisation qui permettait de passer cet azote sous forme plutôt minérale, et ensuite diverses étapes d'extraction et de concentration pour rendre ces matières plus appropriées à l'usage en grande culture. Donc les résultats qu'on a obtenus en représentant et modélisant et évaluant ces scénarios sont qu'on arrive à une amélioration assez substantielle du recyclage. Donc concernant l'azote et le phosphore, on voit qu'on arriverait à couvrir les besoins agricoles du système territoire. Concernant l'azote, c'est un petit peu plus compliqué pour le scénario S2, mais on voit que par exemple dans le scénario S3, on arriverait à couvrir quasiment la moitié des besoins actuels. Ce que permet également de montrer ce modèle, c'est que la valorisation matière, donc le recyclage des nutriments, ne va pas s'opposer à la valorisation énergétique, étant donné qu'on a introduit cette étape de méthanisation dans le scénario S3. On voit que ce scénario permet également de produire plus d'énergie renouvelable et de stocker plus de carbone que les deux autres scénarios. Donc ça, c'est un exemple d'indicateur qu'on a pu produire grâce à ces calculs. On a également produit des indicateurs économiques, environnementaux, d'autres indicateurs sur le recyclage pour alimenter les promesses plausibles qui allaient être présentées aux acteurs de la plaine de Versailles.
J'en viens à présent, à la présentation de l'étude expérimentale. Donc, ici encore, je vais apporter quelques éléments méthodologiques pour bien comprendre le processus, que j'ai employé pour mettre à l'épreuve ces promesses plausibles. Donc j'ai détaillé, la conception, de ces 3 scénarios avec, 3 niveaux de détails différents du court terme à long terme et pour chacun de ces scénarios, on a construit, 3 promesses plausibles correspondant à, un niveau de détail différent, allant d'un niveau très vague avec, des objectifs très peu spécifiques, aucune précision technologique, à un niveau très poussé avec, des précisions, technologiques, mais également, environnementales et réglementaires, et économiques. Donc les promesses plausibles concrètement, se traduisaient par, un ensemble d'extraits audio qui ont été, préenregistrés et diffusés aux acteurs, de la plaine de Versailles. Donc là, vous pouvez voir sur cette image, que j'ai introduit un petit code couleur pour bien repérer ces différents extraits audio et qu'ils ont été présentés dans un certain ordre aux acteurs, de la plaine de Versailles. Puis à la fin de chaque extrait, j'ai demandé aux acteurs de remplir une grille d'évaluation pour, évaluer à la fois l'intérêt, c'est-à-dire, l'intérêt pour l'acteur, sous-entendu la structure de cet acteur à se joindre à la concertation et également le réalisme, c'est-à-dire, la qualité, le réalisme des éléments amenés dans ces extraits audio. Sur ces grilles, on obtenait du coup des notes, absolues sur, l'intérêt et le réalisme et ce qui m'intéressait également, c'est de regarder les notes relatives, c'est-à-dire quand on amenait un niveau de détail supplémentaire, quelle était l'évolution? Est-ce que ça allait par exemple augmenter ou diminuer la note? En parallèle de cette notation plutôt numérique, j'ai posé des questions plutôt plus qualitatives aux différents acteurs pour comprendre les raisons pour lesquelles ils avaient donné ces notes, et comprendre également les, différentes évolutions, pour, mieux comprendre, les logiques sous-jacentes à cette notation. On verra que c'est un élément qui va être très important, pour comprendre cette, cette démarche. En parallèle de ces extraits audio, je me suis appuyé sur, un support, matériel qui était un plateau sur lequel j'ai, amené des cartes. J'ai posé des cartes finalement au fur et à mesure où les extraits audio étaient diffusés. Étant donné que ceci était assez dense en informations, ça m'a permis de matérialiser les différents arguments qui étaient apportés petit à petit aux acteurs pour qu'ils puissent les garder en mémoire et éventuellement revenir dessus, lors de, la partie qualitative des entretiens. Donc en reprenant le code couleur introduit précédemment, là c'est l'exemple par exemple pour la première session où j'ai posé ces cartes petit à petit. À noter que, dans le niveau de détail des 3, j'ai également introduit, l'existence, d'un outil de modélisation qui serait en mesure d'accompagner la concertation. Et pour illustrer cet outil et le rendre crédible, j'ai, associé cet argument à une image format A4 présentant le type de résultat que pourrait produire un tel outil. Donc on va à présent présenter les résultats qu'on a obtenus avec, cette méthodologie. Donc là, on parle d'un échantillon de 20 acteurs de la plaine de Versailles, diversifiés, en fonction, que j'ai cherché à avoir le plus diversifié possible. Et donc ce qu'on va observer, c'est qu'en termes d'intérêt, donc là, la figure qui s'affiche montre, donc avec les losanges montrant les moyennes et les boîtes derrière montrent la dispersion statistique, donc 1er quartile, médiane, 3e quartile, avec les barres d'erreur correspondant à l'écart type. On voit que finalement 2 choses. La première, c'est que de manière générale, les notes sont plutôt élevées, se situent généralement, au-dessus de la note de 7, même si on voit bien que dans la 3e session, on a des notes qui, diminuent un petit peu. Et on voit également qu'il y a une grande variabilité statistique, associée, à ces notes. Donc on s'est penché un petit peu plus sur les notes relatives pour comprendre, ce qui se passait et là, en regardant les notes relatives, on peut voir qu'il y a une certaine, quand même différence en fonction des sessions. Donc ces courbes représentent, l'évolution qui a été donnée en passant, du niveau D1 au niveau D2, puis du niveau D2 au niveau D3 dans, la session 1, la session 2 et la session 3, avec les barres rouges représentant une diminution de la note et les barres vertes représentant une augmentation de la note. Donc, on voit que dans la session 1, finalement, on a une répartition qui va être plutôt, normale et centrée sur une variation nulle. Dans la session 2, on a une espèce de tendance inverse où dans un premier temps, la note va augmenter puis diminuer dans un second temps et dans la session 3, on voit là qu'il y a plutôt une logique unilatérale de diminution de la note au fur et à mesure où on apportait du niveau de détail. Un autre point, que nous a permis, ces analyses des grilles de notation, c'est de voir le lien qu'il y avait entre intérêt et réalisme. Et donc cette courbe représente ces couples intérêt-réalisme sur, une grille carrée et permet de voir, que finalement les coefficients de corrélation étaient assez faibles.
et donc que le lien entre intérêt pour la concertation et réalisme de la promesse plausible était également lui-même assez ténu. À ce stade-là, finalement, on a réussi à décrire les notes, mais on n'a pas tout à fait compris les mécanismes qui permettent de les expliquer. Et c'est pour ça qu'on s'est penché aussi dans un deuxième temps sur une analyse plus qualitative, avec l'analyse des justifications des notes. Donc ce que j'ai pu observer grâce à cette analyse et ce que j'ai représenté sur cette figure, c'est que finalement l'attention des acteurs se portait sur un ensemble très diversifié de ce que j'ai appelé objets d'intérêt ou de réalisme, allant des enjeux, des constats sur la situation initiale, au processus de concertation en lui-même, ainsi que des autres acteurs qui allaient y être associés. Également sur les perspectives techniques, donc là ça a plutôt concerné ce qu'on a inséré en tant que promesse plausible, et également des arguments qui allaient porter sur la forme, donc par exemple sur le vocabulaire employé ou sur l'intonation même parfois dans la voix donnée, qui influençait également les réponses. Donc là, sur cette courbe, on voit la fréquence d'apparition de ces différents éléments en fonction des sessions dans les entretiens. Et le deuxième élément qui m'a permis de voir cette analyse qualitative, c'est que le jugement des acteurs allait se porter sur un ensemble très diversifié de facteurs et loin d'être uniquement technique. Et là, en fait, finalement, on a retrouvé les facteurs qu'on avait identifiés dans le SG Pro que j'ai introduit tout à l'heure, c'est-à-dire économiques, environnementaux, réglementaires, politiques et sociaux. Donc on va à présent synthétiser ces résultats et je vais vous proposer de retenir les éléments suivants. Le premier, c'est qu'on a pu observer que finalement le contenu du message avait bien un effet sur l'intérêt des acteurs, puisqu'on a observé une réaction différente en fonction des sessions. On notera ici que finalement les sessions ayant peu de détails représentent malgré tout un intérêt qui était relativement élevé, qu'on peut traduire comme un certain a priori positif sur la concertation. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en en ajoutant des détails supplémentaires, il y avait un effet variable, avec parfois une augmentation en moyenne légère de la note et parfois une diminution. Finalement, cette variabilité, on peut mieux la comprendre si on comprend un peu mieux le lien complexe qu'il y a entre intérêt et réalisme. Et finalement, on comprend que on peut avoir un réalisme qui va être par exemple faible sur une promesse plausible parce qu'on va identifier des facteurs non techniques comme par exemple des facteurs politiques ou réglementaires qui vont pas être favorables, mais malgré tout un intérêt marqué pour se joindre à des synergies parce que il y a un potentiel technique qui est intéressant pour la structure de l'acteur. Donc ça suggère pour les acteurs initiateurs qu'il serait nécessaire d'ajuster le niveau de définition des promesses plausibles en fonction de l'horizon temporel sur lesquels portent ces mêmes promesses. J'en viens à présent aux conclusions et perspectives. Donc là, on va se recentrer sur l'ensemble des travaux. Donc si on essaye de résumer de manière synthétique les enseignements clés de ma thèse, je proposerais de retenir deux choses. Donc dans l'objectif de formuler une promesse plausible, la compréhension du système sociotechnique apparaît indispensable. Et avec ce point, je vais insister sur deux choses. La première, c'est que contrairement à ce que pourrait suggérer l'interprétation des promesses plausibles sur la plaine de Versailles, même pour construire des promesses plausibles avec un niveau de détail très simple, il a fallu acquérir une compréhension assez avancée sur le système territoire. Et donc finalement, on n'aurait pas pu se passer de ces étapes amont de compréhension pour formuler ces promesses plausibles. La deuxième chose sur laquelle je veux insister avec cette phrase, c'est qu'on parle bien du coup d'un système socio-technique, donc il est important de comprendre à la fois les éléments qui vont relever des analyses matérielles, analyses de flux, mais également des réseaux d'acteurs qui vont être impliqués dans ces flux. Et la contrepartie, par contre, de cette première affirmation est que dans la formulation en elle-même de la promesse plausible, il ne va pas nécessairement falloir intégrer des éléments qui vont être très précis ou issus de modélisation très avancées pour que les acteurs acceptent de se joindre à la concertation. Donc à ce stade, j'identifie deux principales limites à ces travaux qui nous offrent de nouvelles perspectives de recherche. La première concerne le contexte socio-culturel. Finalement, on a mis en évidence dans mes travaux que ce que j'ai appelé facteurs d'influence avaient une importance assez marquée sur le fonctionnement actuel et sur les évolutions possibles. Donc, on peut supposer que dans un système qui va ressembler à celui de la plaine de Versailles, donc par exemple dans un pays du Nord, un pays industrialisé ou
un système agri-urbain un peu similaire à celui de la plaine de Versailles, on pourrait retrouver des mécanismes qui seraient similaires. Mais par contre, on peut se demander dans quelle mesure ces observations seraient valides dans un contexte qui serait très différent. Donc la perspective de recherche offerte par cette remarque est donc d'étudier la promesse plausible et donc des différentes démarches d'action collective dans des contextes plus différents, dans une variété de contextes différents pour comprendre si on a des logiques qui sont similaires d'un contexte à l'autre ou si c'est vraiment très variable. Enfin, la deuxième limite, c'est que sur cette étude expérimentale sur la plaine de Versailles, je me suis vraiment arrêté à l'initiation de la concertation. Donc, je ne l'ai pas précisé jusqu'à maintenant, mais tous les projets que j'ai présentés aux acteurs étaient des démarches fictives. Donc, on n'a pas cherché, et ce n'était pas l'objectif de ma thèse, d'aller plus loin dans la concertation. Et on peut se demander si finalement la qualité de l'initiation d'une concertation pourrait avoir un lien avec la qualité des solutions qui allaient être apportées au cours de cette concertation. Et ce qu'on peut noter, c'est que quand on a fait cette analyse de différents scénarios, on a vu que c'était assez complexe et que ça demandait des changements structurels assez profonds d'atteindre des objectifs de recyclage ambitieux. Et on peut se demander dans quelle mesure ces objectifs pourraient être atteints par des symbioses industrielles qui seraient initiées sur des discours assez vagues. Ça, c'est une question qui reste encore ouverte. Donc la perspective par rapport à ça, c'est d'une part d'étudier plus proche du terrain des démarches réelles, c'est-à-dire qui dépassent le stade d'initiation, mais d'étudier ces démarches à partir de l'initiation jusqu'à la mise en œuvre des actions, et également d'évaluer réellement l'intérêt et la pertinence des actions engagées par rapport aux objectifs de ces symbioses territoriales. Je vais également vous proposer quelques perspectives un peu plus opérationnelles afin d'aborder ici plutôt l'angle initiation de la concertation. Finalement, si on arrive sur un territoire entre guillemets vierge, comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour initier une concertation? Donc, si vous vous rappelez de ce petit schéma présenté au début de présentation, on ne s'arrête plus uniquement à la promesse plausible, mais vraiment toute cette phase amont. Et donc, ces réflexions rentrent dans ce que j'ai pu intégrer dans un guide opérationnel produit à l'attention de Veolia dans le cadre de la thèse CIFRE. Et dans une démarche d'initiation de concertation, je proposais de distinguer 3 étapes. La première étant la définition assez explicite du cadre de la démarche. Et je renvoie ici à la notion de système-territoire. Finalement, ce que veut dire cette notion, c'est qu'il n'y a pas une seule manière de bien concevoir le problème ou d'apporter des solutions pertinentes. Il n'y a pas une seule manière de concevoir une promesse plausible. Et on va avoir là des choix de cadrage qui vont être assez marqués par l'acteur initiateur. Et donc, il faut, à la toute première étape, que ces choix soient au moins explicités. Dans une deuxième étape, on a vu que cette phase de compréhension était nécessaire. Et donc là, il faut préciser que cette compréhension va plus concerner des aspects généraux sur les flux de matière et sur la structuration des réseaux d'acteurs, des acteurs centraux, que vraiment une modélisation très poussée, des scénarios prospectifs qui pourraient se dérouler, puisqu'on voit qu'en amont de la concertation, ça a un intérêt, en tout cas qu'on n'a pas pu mettre en évidence, et qui, par contre, en aval de la concertation, pourrait réellement jouer un rôle très important dans l'évaluation des scénarios qui pourraient être mis en œuvre. Enfin, la dernière étape est de mobiliser les parties prenantes. Donc, c'est à cette étape-là qu'il va falloir formuler une promesse plausible avec les recommandations qu'on peut tirer des résultats obtenus sur la plaine de Versailles. Et ce que j'ai également souhaité mettre en avant à cette étape d'initiation de la concertation, c'est qu'il est également important que l'acteur initiateur se positionne en tant que lui-même partie prenante du système territoire et donc envisage les différentes alliances qui lui sera possible, voire nécessaire de faire en amont de la concertation, avec une première promesse plausible envers d'autres acteurs plus restreints, qui pourrait lui permettre, in fine, de toucher l'ensemble total, l'ensemble complet des acteurs qui souhaitaient intégrer dans cette concertation. Avant de laisser place aux questions du jury, je voudrais insister une dernière fois sur l'idée centrale de ce travail. Finalement, mes travaux de thèse permettent de documenter et de mettre en lumière l'indissociabilité des aspects techniques et des aspects sociaux de la transition écologique. Et selon moi, ça illustre ainsi la pertinence et l'intérêt de s'intéresser à la concertation. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je remercie à nouveau tous les partenaires de la thèse et je remercie toutes les personnes qui ont accepté de répondre aux entretiens, notamment celles qui pourraient être aujourd'hui parmi l'audience à distance. Et je me tiens à présent à disposition des membres du jury et je répondrai avec plaisir à vos questions.